l'idée de cette séquence est assez simple. Nous avons ici avec nous 5 députés européens représentant différentes positions politiques qui ont accepté de venir jouer le jeu d'un pitch d'une dizaine de minutes où ils vont donner leurs priorités pour la prochaine mandature et donc expliquer leurs idées en quelques mots. Et puis, ils vont avoir l'occasion d'être interrogés par un panel d'entrepreneurs que nous avons constitué ici. Donc avec Jingo, Tanguy, Julia qui n'est pas encore là, je ne sais pas si elle va arriver, et David et moi-même, donc, qui poseront des questions à ces 5 députés que je vais vous présenter rapidement. Il s'agit de Manon Aubry, Marie Toussaint, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann et Marie-Pierre Védrenne. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée et le contexte de cette séquence, sachant que l'objectif c'est qu'est-ce qu'on peut faire après le Green Deal dans un contexte où plusieurs dirigeants européens, et non des moindres, ont dit qu'il fallait potentiellement faire une pause. Donc est-ce qu'on fait une pause? Est-ce qu'on va plus loin? Et dans quelle direction? C'est, je crois, une belle opportunité de se faire entendre et d'interpeller aussi les candidats. Alors, avant de commencer, j'ai juste un autre message à vous faire passer. Alors, est-ce qu'on peut projeter le QR code que vous voyez ici? Parce que le mouvement Impact France a décidé de rejoindre la coalition qui s'appelle Europe, qui était initiée par Make.org et les Jeunes Européens fédéralistes, qui regroupe 40 partenaires européens, dont le Parlement européen, d'ailleurs, la Commission européenne et le Comité économique et social européen. Et il s'agit en fait d'une très vaste consultation publique multilingue dans l'ensemble des pays européens, notamment auprès des jeunes. Et cette consultation publique a pour objectif de faire entendre la voix des Européens en amont de la consultation politique que nous allons avoir l'année prochaine. Et c'est une consultation qui commence très très fort, puisqu'il y a eu déjà près de 500 000 votes qui ont été réalisés pour donner leurs idées. Puis ensuite, évidemment, vous pourrez voter pour dire quelles sont les idées qui vous paraissent les plus pertinentes. Et nous-mêmes, donc le mouvement Impact France, eh bien, nous allons mettre dans cette plateforme les grands points clés du plaidoyer du mouvement Impact France pour les prochaines élections européennes. Voilà. Donc en photographiant ce QR code, vous pouvez participer directement à ce projet. Voilà, donc merci. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions-réponses. Soyez donc concis. Et donc on va commencer par Marie Toussaint. Marie, avec un thème qui est Green Deal, stop ou encore. Voilà. Bonjour et bonjour. Je suis heureuse de bien. Ouais, le compteur, il démarre direct. Je préviens mes collègues. Vous êtes à peine assis que ça démarre. Merci. Non, bonjour et d'abord un grand merci de cet échange. Moi, je suis ravie. C'est pas la première fois que je viens ici, mais je suis vraiment ravie à chaque fois. Alors, je veux pas trop empiéter sur mon temps de parole, mais je pense, et ça va être d'ailleurs l'objet de mon intervention, que ce que font les entrepreneurs sociaux aujourd'hui, ce que fait le mouvement aujourd'hui est absolument essentiel et indispensable. Et d'ailleurs, l'Europe, puisque c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, a besoin de la France, qui est quelque part pionnière, qui a pris des temps d'avance et qui porte des propositions importantes. Donc on a besoin aussi de vous au niveau européen. Voilà, je voulais commencer en vous disant ça. La question qui est posée, c'est Green Deal, stop ou encore ?
Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, de la bouche du président de la République, de la bouche du MEDEF il y a encore 2 jours, du gouvernement, un appel à la pause réglementaire, environnementale, à la simplification des normes. Bon, peut-être qu'on y reviendra. Moi, j'ai une proposition assez simple pour aider beaucoup à simplifier, c'est la responsabilité environnementale, fût-elle civile ou pénale. Mais je vais vous dire, si on met en place une responsabilité réelle de la part des entreprises, en particulier les plus pollueuses, ben en fait, on peut enlever des tas de normes. Mais j'y reviendrai. En tout cas, on a cet appel à la pause qui existe, qui mobilise beaucoup, en particulier la droite et l'extrême droite. Et on a eu des combats essentiels avant l'été au Parlement européen sur ces enjeux-là. On a un certain nombre de textes qui faisaient partie du Green Deal, qui sont en suspens aujourd'hui, qui font encore l'objet d'âpres luttes politiques au sein du Parlement comme du Conseil et dans les négociations européennes. Et ma réponse, je vous le donne dans le mille, mais c'est encore, et encore mieux, encore plus vite et encore plus fort. Voilà. Et la réalité, c'est que dans cette bataille qu'on mène pour sauver le climat, mais pour revenir à l'ensemble des limites planétaires, aujourd'hui 6 sur 9 sont dépassées, eh bien l'économie, elle est centrale et c'est la mère de toutes les batailles. Notre enjeu, c'est de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Je dirais encastrer pas au hasard, mais à dessein, parce que Cal Polanyi nous avait dit aussi, attention, quand l'économie se désencastre de la société, alors on court aussi le risque de la chute des régimes démocratiques. Et donc oui, pour faire face aux crises sociales, environnementales et démocratiques, on a besoin de transformer cette économie. L'oikos, la planète est malade de son nomos, de ses règles, et donc, et moi en tant que juriste a fortiori, c'est à travers les règles, à mon sens, qu'il nous faut reprendre en main cette économie. Mais est-ce que ça doit s'arrêter à des règles ? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que le Green Deal, ça ne doit être que des règles et des règles qui s'ajoutent les unes aux autres ? Ben non, Green Deal, c'était censé venir du New Deal de Roosevelt dans les années 30, qui avait pour objet de changer les rapports entre les différentes forces économiques et donc de créer de l'emploi public et donc de réagencer les rapports entre les salariés et les employeurs et donc de mobiliser aussi un investissement public massif. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce Green Deal, c'est ce pourquoi on s'est battu au Parlement européen et dans les parlements nationaux sur le devoir de vigilance, par exemple, d'autres en reparleront avec Dominique Potier au niveau national et d'autres, Daniel Roy, etc. Et puis nous au Parlement européen, mais c'est ce vers quoi on doit aller. Or aujourd'hui, les règles du jeu, elles font que les entreprises qui défendent l'habitabilité de la planète, qui œuvrent en faveur de l'habitabilité de la planète et de la justice sociale, elles sont pénalisées. Et c'est comme ça, les règles, elles sont écrites comme ça, elles sont pénalisées par rapport aux entreprises qui continuent à polluer. Et même pire, en fait, on a des règles qui incitent les entreprises à continuer à polluer et la finance. Ça, Philippe rebondira certainement là-dessus, mais à financer toujours plus ces entreprises qui détruisent parce que les règles ne sont pas adaptées. Et donc, c'est ce vers quoi il faut qu'on aille. Et donc, il y a des propositions qui n'ont pas été portées dans ce Green Deal, une TVA à taux réduit pour les produits qui font du bien aux gens et du bien à la planète. Comment est-ce qu'on change les règles de la concurrence et des appels d'offres pour favoriser, et je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous sont usagers et usagères de ces appels d'offres, particuliers des collectivités, comment est-ce qu'on favorise le fait qu'on ait des économies qui soient bonnes pour la planète et bonnes pour les gens, et comment est-ce qu'on fait en sorte aussi de changer les règles pour la finance pour que vraiment on sorte l'argent de l'industrie fossile, mais de toutes les autres activités qui détruisent la planète et le mettre vraiment au service d'une économie du bien-être et d'une économie du care qui fasse face à toutes les vulnérabilités qu'on trouve aujourd'hui. Et ça vient évidemment, je l'ai dit sur le New Deal, avec un grand plan d'investissement et des plans de transition, parce qu'on a des territoires, dans le textile, peut-être qu'on en reparlera, autour de Lyon, investis avec beaucoup de PFAS et d'autres polluants éternels, on a besoin aussi d'accompagner les territoires et les entreprises et les partenaires sociaux dans cette transition-là. Ça demande évidemment un changement de politique publique et un changement de paradigme. En particulier, le fait d'aller vers une société post-croissance. Et pardon d'utiliser le mot, mais on a besoin de sortir du régime strictement numéraire autour de chiffres de dette, de déficit et de recherche de la croissance du PIB pour aller vers tout un tas d'autres indicateurs. Ça passe par désamorcer les critères de Maastricht, par changer les règles du semestre européen, changer le fonctionnement de la Banque centrale européenne aussi, pour qu'il y ait tous ces indicateurs de l'économie du bien-être, de l'économie du care, qui soient en vigueur, parce que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Et donc je terminerai en disant que tout ça, évidemment, ça doit changer au plus haut niveau. Donc je prône pour ça à ce que le socle des droits sociaux de l'Union européenne devienne contraignant, il ne l'est pas aujourd'hui, et à ce qu'on ait un traité environnemental qui fasse de la protection du vivant la norme des normes et qui instaure des critères de convergence, mais autour du retour aux limites planétaires. Merci. Salut. Oui, c'est bon. Bonjour.
Merci beaucoup d'être là et de prendre un petit peu ce temps d'échange avec les entrepreneurs et tous les adhérents et les sympathisants du mouvement Impact France. La question, c'est stop ou encore. Les tenants du stop, beaucoup s'appuient sur l'argument de la compétitivité, de la perte de compétitivité de l'Europe par rapport aux deux autres gros blocs, les États-Unis et la Chine notamment. Il y a quelque chose de très très intéressant dans la CSRD, et bravo à tout le travail de Pascal Durand et des autres parlementaires sur le sujet, dont on a peu parlé, qui est l'extraterritorialité. Qu'est-ce que c'est ? C'est des entreprises non européennes, notamment américaines, qui vont être soumises à cette CSRD, qui est donc la règle de reporting extra-financier des entreprises. Comment on peut généraliser ça pour que, au final, cet argument tombe en disant « mais attendez, regardez, l'Europe, c'est pas que l'Europe à l'intérieur de l'Europe, mais c'est aussi une puissance d'influence auprès des autres blocs ». Je pense aussi à la taxe carbone, notamment. Moi, j'ai trop bien, c'était génial tout ce que vous avez dit. Vous n'avez pas employé le terme primo-vice, mais c'est ça, l'avantage compétitif à mal faire que nous, on en a marre. Moi, dans le textile, mon combat, c'est dans le textile, et à la base, et à force de creuser quelle réglementation était possible, je me suis rendu était possible pour justement réorienter d'un modèle actuel qui est destructeur à un modèle voilà, plus bénéfique. Je me suis rendu compte que le combat originel, c'était celui des salaires des personnes qui font les vêtements. C'est-à-dire que si on arrivait à faire en sorte que tous nos vêtements, peu importe où ils sont faits dans le monde, que les gens qui les fabriquent étaient payés dignement, on réglerait le problème de la surproduction de la fast fashion et 90% des externalités négatives qui vont après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible à faire à ce niveau-là sur le salaire des gens qui fabriquent des choses qui rentrent sur notre continent? Je vais être courte. Oui, je vais être très courte, mais je pense que c'est plus un intérêt justement l'objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Justement, en fait, on est ici beaucoup d'entrepreneurs sociaux aussi. Comment on peut mieux mettre en valeur justement les contributions des entreprises impact en valeur les contributions en fait des entreprises impact. Bon, des réponses courtes à ça. Vas-y. Ah, c'est 5 minutes en tout. Ouais, bon, on va rajouter un petit peu quand même, parce que sinon... Ok. Alors, dans les questions, il y en a 2 qui vont un peu ensemble, donc je réponds un peu ensemble. Sur la CSRD, j'ai travaillé avec Pascal Durand, je crois que Manon aussi, voilà, mais il vous le dira, et on avait un choix de thèmes, et le thème à la fois de la CSRD et vous aurez plus de détails, et du devoir de vigilance qui nous aide à agir en dehors des frontières sera abordé par mes collègues, et je me réjouis aussi qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets qui sont si cruciaux et si fondamentaux. Donc du coup, la question, c'est comment est-ce que l'Europe, par ses normes, peut influer sur le reste du monde? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est l'Europe doit, évidemment, et on doit agir, en particulier sur la CSRD. Notre volonté, c'était de prendre de l'avance par rapport aux négociations internationales, dont on savait qu'elles seraient peut-être un peu moins disantes par rapport aux critères européens, et donc on s'est beaucoup battu, mais je vais vous dire, le combat, il n'est pas fini, parce qu'une fois qu'on adopte des textes, au niveau européen, c'est comme au niveau français, il y a les décrets d'application, là on a des actes délégués, et des actes délégués qui sont moins disants par rapport à ce pourquoi nous, on s'était battus. Le devoir de vigilance, il impose aux entreprises, alors la loi européenne en plus est plus large que la loi française, mais qui est vraiment pionnière et qui a été cruciale. Mais elle impose aux entreprises, quand elle sera adoptée, idem, en cours de négociation, c'est pas facile, de faire en sorte qu'il y ait peu d'impact nocif partout. En l'occurrence, on s'est aussi mobilisé sur le secteur du textile et de la mode, justement à travers cette question des salaires. J'ajoute à la question des salaires quand même la question des produits toxiques, puisque c'est beaucoup, il y a en plus beaucoup des femmes dans les pays du Sud qui sont exposées à des produits toxiques qu'ensuite nous on porte sur nous, avec des produits toxiques dedans, mais enfin les premières touchées ce sont elles. Et donc on a agi dans ce cadre-là. Il y a la loi sur le devoir de vigilance, on aura une loi sur le travail forcé. Il faut continuer à agir pour faire en sorte de répondre à ces questions-là. C'est une question cruciale. Après, moi, je me suis battue en particulier pour la reconnaissance de l'écocide. Ce sont ces graves crimes, les plus graves crimes contre la nature, qui sont commis à travers le monde. Et là, on a aussi des règles d'extraterritorialité qui sont mobilisables.
c'est pas facile, puisque les crimes punis par le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, il y a des critères universels d'application dans chaque pays, avec évidemment des barrières. Mais l'enjeu, c'est comment on fait en sorte, sur les questions de responsabilité aussi, donc sur ce qu'on importe, etc., mais aussi sur les questions de responsabilité, que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi partout. Voilà. Et que dès qu'il y a un intérêt qui soit enregistré au sein de l'Union européenne, au sein du marché unique européen, on puisse avoir notre mot à dire sur la façon dont les produits sont conçus, produits et transportés. Puis je finirai, mais ça sera Marie-Pierre Védrenne qui vous en parlera, sur la question évidemment du commerce. Parce que on a une responsabilité et qu'il faut mettre fin aux accords de libre-échange. Moi, c'est ma conviction, même quand ils sont bien pensés. Là, on a un accord qui vient avec la Nouvelle-Zélande qui est plutôt bien pensé. Mais la réalité, c'est que si on continue à commercer pour commercer, si on continue à concevoir le libre-échange et l'interdépendance d'échange des biens, surtout plus que des services encore, on va continuer à tuer la planète. Et donc, il faut reprendre les choses d'une manière qui se pose vraiment la question et stopper aussi la concurrence de produits importés, des produits qui sont bien faits sur le territoire. Sur comment mieux mettre en valeur les entreprises à impact, que ce soit en matière de neutralité climatique, qu'il faudrait en fait, selon le GIEC, qu'on atteigne dès 2045 max. Ça, il y a certainement plein de choses à faire. Ce qu'on arrive à faire au niveau européen, c'est organiser un peu de com, on peut organiser des prix, des choses comme ça. Mais d'où je reviens à mon petit point quand je suis arrivée, la France, elle est vraiment pionnière sur les questions d'entreprise à impact. Elle est pionnière. Et donc, on a besoin de se mobiliser ensemble. Pour l'instant, il y a des réseaux, des espèces de grandes politiques publiques, mais un peu vides, qui favorisent ces entreprises-là. On a besoin d'y aller ensemble. Et je crois que le mouvement a entamé une réflexion et plaidoyer sur l'Europe. Moi, je vous y appelle vraiment. On a besoin d'y aller ensemble et on a besoin que ce modèle-là, il infuse partout sur le territoire européen. Merci beaucoup. Merci de ces encouragements sur le plaidoyer Europe. Et tu laisses ta place à Pascal Durand. Donc, Pascal Durand qui va nous parler de gouvernance des entreprises. Donc, non ? Pardon ? Ah ? Il est là, Pascal, hein ? Alors, viens, alors. Bon, alors, puisqu'il est là, on va faire Pascal Durand, alors. Ah. Voilà, c'est le bazar. Mais c'est gentil, mais je suis super content de passer après Marie. C'est que du bonheur. Et donc, Pascal Durand, qui va nous parler de ses priorités pour la prochaine mandature, bien qu'il ne sera pas membre de la prochaine mandature. Oui, Philippe, c'est un peu paradoxal, parce que tu me demandes de parler, on me demande de parler du futur, mais je vais le faire d'autant plus librement qu'effectivement, je ne souhaite pas renouveler mon mandat de député européen, non pas parce que je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, mais simplement parce qu'à un moment, il faut passer la main. Ça fait 2 mandats, ça fait 10 ans, je trouve que c'est largement suffisant. Sur la gouvernance, évidemment, je partage tout ce qui a été dit par Marie sur la nécessité de basculer de système, sur le rôle de l'Europe là-dessus. On va, quelles que soient les limites, quelles que soient les critiques, etc., on a en Europe une vision extrêmement particulière d'un équilibre entre les questions économiques, les questions environnementales, les questions sociales et les questions de droits humains. On parlait tout à l'heure, évidemment, il y a vraiment que dans quelques endroits de cette planète qu'on se pose ces questions-là. Et moi, je voudrais répondre directement, concrètement, comment on peut faire. La première chose que l'on peut faire, c'est d'avoir, et Marie l'a dit, d'avoir la fierté de défendre des règles et des normes européennes. Nous avons une vision spécifique, n'ayons pas peur de la défendre, arrêtons d'être soumis en permanence aux logiques, qu'elles viennent des États-Unis, de la Chine, demain, je m'en fous d'où qu'elles viennent. Nous, on a à défendre aussi nos principes et nos valeurs. On s'est battu pour que les enfants ne travaillent pas chez nous. On s'est battu pour arrêter d'exploiter des femmes, on s'est battu pour qu'il n'y ait plus de travail la nuit, mais ce n'est pas pour que nos entreprises aillent le faire à l'autre bout de la planète. Parce que ça sert à quoi de supprimer l'esclavage à un endroit si on continue à importer des produits qui sont le fruit d'un travail d'esclavage à l'autre bout de la planète? C'est ça qu'il faut cesser. Et notre combat, et je dis bien notre combat, je vois Raphaël au premier rang, je vois Marie-Pierre, il y a Marie, il y a Manon, je ne sais pas si elle est là, etc. Notre combat. Parce que l'avantage de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas... Alors je sais que ça paraît bizarre de dire ça en France, mais il n'y a pas de majorité politique.
Ça veut dire que si moi je ne m'entends pas avec Marie-Pierre, avec Marie, avec Raphaël et avec certaines personnes de droite, eh bien, on ne peut pas faire bouger les lignes. Et donc, on doit se respecter, on doit être tolérant, on doit accepter aussi d'aller vers l'autre. Et donc, quels sont nos socles communs ? Je l'ai dit, les socles communs en matière de droits humains, en matière de gouvernance des entreprises, c'est le refus de la discrimination, le refus de l'exploitation pour l'exploitation, le refus du fric pour le fric, de la production et toujours aller sur le symbole prix, uniquement le symbole prix, parce que c'est ça qui a tué notamment le textile et qui continuerait à le tuer si on n'avait pas l'extraterritorialité. Parce que notre combat, et c'est pour ça que je dis le pilier de la souveraineté européenne, je me fous des mots, c'est pas du nationalisme, c'est pas important. Ce que je veux dire derrière, c'est Spinoza parlait de la potestas, de la capacité à agir. Et donc d'être dans le concert mondial. Comment je peux faire pour le textile ? J'ai 2 moyens pour agir. La première, c'est de dire il y a des règles minimales de l'OIT, par exemple sur le travail de l'Organisation internationale du travail, par exemple sur le travail des enfants, sur etc. etc. Eh bien, c'est simple. Si les entreprises ne respectent pas ces règles, sous le contrôle de nos juridictions, pas simplement sur le fait de dire moi Coca-Cola je vais aller faire un procès en Équateur, de toute façon je vais écraser tout le monde. Non. Sous notre justice, parce que ce sont des entreprises européennes, alors si effectivement ces règles ne sont pas respectées ou ne peuvent pas être contrôlées, auditées, par exemple on peut aller dans une usine, alors les produits ne rentrent pas. Voilà. Il ne s'agit même pas simplement de les taxer ni de quoi que ce soit, ils ne rentrent pas. C'est ça que nous devons faire. Nous devons basculer, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde... moi, je dis souvent que le monde dans lequel on entre, ça paraît peut-être un peu prétentieux, mais je pense que c'est un basculement presque aussi important que celui de la Renaissance. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on est sorti d'une vision purement divine, etc., pour dire mais la conscience humaine peut faire bouger et faire changer les choses. Et bien maintenant, on est passé d'un monde où l'entreprise, d'abord c'était l'État et les collectivités qui faisaient, j'allais dire, le bien commun. On déléguait le bien commun à l'État et aux grandes collectivités. Et puis le reste des entreprises, elles faisaient du business, elles faisaient du fric, elles essayaient d'avoir des clients, etc. Ce monde-là, maintenant, il est derrière nous. Et les entreprises à impact sont les pionnières de ce que va être l'entreprise et l'économie au XXIe siècle. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Les limites planétaires dont on a parlé tout à l'heure, la déforestation, l'étouffement des populations, l'exploitation des terres indigènes, etc., l'agriculture qui surproduit et qui finalement tue la capacité à pouvoir produire, eh bien ce monde-là va s'arrêter. Et donc, comment on va arriver à en sortir ? Parce qu'évidemment, il faut en sortir, sinon ce sont les plus pauvres et les plus malheureux qui vont payer le prix le plus cher. Eh bien, pour en sortir, il faut qu'on ait des règles claires, il faut qu'on puisse... oui, ça clignote, ça y est, je vais m'arrêter, je suis parti dans un... Non, mais il faut qu'on arrive, la gouvernance européenne, les entreprises européennes, l'économie européenne, c'est qu'on arrive en gros, pour faire simple, à mettre au même niveau de rigueur, de contrôle et de gouvernance tout ce qui est extra-financier, c'est-à-dire l'environnement, la biodiversité, les droits humains et évidemment les droits des syndicats, les droits sociaux, qu'on les mette au même niveau, je ne dis pas à la place, mais qu'on les mette au moins au même niveau que les droits financiers et les droits purement économiques. Le jour où on aura rééquilibré ça, et c'est ça le grand enjeu de l'Europe, eh bien, nous aurons déjà fait un progrès considérable. Et le Green Deal, ça ne sera pas stop ou encore, ça sera encore et le reste aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Là, on entend parler beaucoup de contrôle, de renforcer du contrôle, remettre du contrôle. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution de rajouter des contraintes ? Et aujourd'hui, où de ce qu'on peut voir de l'Europe, ou ce que le grand public voit de l'Europe, c'est de plus en plus de règles, de contraintes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est la solution par rapport à faire confiance ou ce genre de choses ? Et sachant que, juste sur le contrôle, on sait bien sur les entreprises de vêtements ou d'autres d'ailleurs, où c'est une cascade en fait de sous-traitants, et c'est au bout de la chaîne qu'il y a le problème. Donc le contrôle, il va falloir en mettre beaucoup ouais. Pour savoir ce qui va se passer. Moi, je compléterai aussi en disant, bon, il y a CSRD, on est sur du reporting, sur de la transparence. C'est quoi l'étape suivante ? Comment on passe à des changements plus profonds de gouvernance de l'entreprise qui vont au-delà de ces de contrôle, de contrôle ou de reporting ? Toute question ? C'est bon.
Alors déjà, sur l'étape suivante, je me tourne vers Dominique Potier, parce que si je le cite pas, il va m'en vouloir à vie. Il a été cité tout à l'heure par Marie, mais sur l'étape suivante, la CSRD, c'est ce qu'on appelle en droit une obligation de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte de faire, c'est une information. Quand une entreprise donne son bilan, personne ne dit c'est une contrainte. Enfin, ça en est une, parce que faire un bilan, c'est du boulot, etc. Mais c'est une information qui est donnée aussi aux investisseurs, aussi aux clients, aussi aux gens avec lesquels on travaille. C'est donc, on peut voir tout comme effectivement l'impossibilité d'être dans un monde totalement libre et où chacun fait ce qu'il veut. La réalité, c'est que moi, ce que je veux, ça n'est pas surnormer, c'est mettre au même niveau dans un nouveau monde le financier et l'extra-financier. C'est un monde nouveau. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'on déforeste. C'est pas moi qui fais en sorte que des enfants crèvent à l'autre bout de la planète pour que nous, on puisse vendre nos produits, etc. Et donc, pour faire cesser ça, c'est exactement comme le code de la route. Je sais que plein de gens s'arrêteraient au carrefour. Je sais que plein de gens s'arrêteraient et laisseraient passer des enfants qui traversent, etc. Mais je sais aussi qu'il va y avoir des têtes de cons qui vont rouler, qui vont foncer, qui vont dire « moi, j'en ai rien à foutre, je suis pressé, je suis en retard, etc. » Et donc, je suis obligé de normer. Je norme et je contrôle, parce que si je ne mets pas de policiers derrière, évidemment, rien ne se passe. Et donc, c'est un vrai sujet. Comment je peux faire appel à la conscience? Et les entreprises à impact, c'est des engagements volontaires. Mais pour que ces entreprises ne soient pas en concurrence, écrasées par des voyous, je suis obligé de mettre des règles, des feux rouges et un certain nombre il ne faut pas trop en mettre, je suis d'accord, mais il faut quand même faire en sorte qu'on ne soit pas dans la loi totalement de chacun fait ce qu'il veut. Parce que c'est ce qu'on a avec la NFRD, c'est-à-dire c'était la situation actuelle. On avait plus de 10 000 types de reporting. C'était ingérable. Il y a ceux qui reportaient ce qu'ils voulaient. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Coca-Cola au Mexique. Coca-Cola au Mexique, il pompe de l'eau pour pouvoir produire son soda. Son reporting, c'était de dire « j'ai fait construire une école ». D'accord, c'est sûrement vrai, et tant mieux. Je veux dire, c'est très bien. Sauf que, ok, il a fait construire une école, et il ne dit que ça. Mais moi, ça ne me va pas. Les Américains sont en train de dire « ok, il y a un risque climatique, donc vous allez me dire maintenant comment vous allez faire en sorte pour avoir un approvisionnement en eau sûr ». Ça, c'est la première réponse que Marie évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact que le réchauffement des règlements climatiques a sur l'entreprise. Deuxième réponse, et maintenant il va faire ça. Il va dire, je m'approvisionne comme ça, etc. Mais moi, ça ne me suffit pas. Est-ce que quand l'usine Coca-Cola, elle fonctionne, elle pique l'eau au village à côté? Est-ce qu'elle empêche les agriculteurs locaux qui nourrissent leurs familles depuis des siècles dans ce territoire de pouvoir... Troisième information. Ça, c'est la double matérialité. Eh bien, ce qu'essaye de faire l'Europe, et je comprends que ça soit un peu lourd, mais c'est un passage obligé, c'est de faire en sorte que ces informations transparentes nous soient données. Et je termine sur c'est quoi l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'on ait des données fiables, partagées par secteur, qui soient normées comme les bilans. La deuxième étape, c'est que les agences de notation et les financiers fassent l'extraction des bonnes données. Parce que pour revenir à l'exemple de Coca-Cola, si je ne sors que comment j'approvisionne en eau mon usine et comment je provisionne mon risque, je n'ai pas l'information que moi je juge pertinente, c'est-à-dire comment je permets à des populations locales de vivre. Et de vivre au moins un minima comme elles vivaient avant. Donc ça va être la deuxième étape, le contrôle des données. Troisième étape, évidemment, que l'on donne tout à l'heure, Marie parlait de la baisse de TVA, etc., qu'on donne des incentives, comme on dit en anglais, des primes aux entreprises vertueuses, que l'on aide. Quand il a fallu aider le diesel, on a su mettre des milliards et des milliards pour aider le diesel. Eh bien, mettons, des milliards, je ne sais pas combien il faut mettre, mais mettons l'argent nécessaire pour aider les entreprises qui travaillent pour un monde meilleur. Faisons en sorte que le bien commun commence à primer uniquement la logique de bien privé pour les entreprises, aidons les entreprises vertueuses et ne sanctionnons pas. Prenons le pire, la sanction sera un échec. Et dernière chose, le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, le travail qui a été fait en France par mes collègues dans la précédente mandature est un travail essentiel parce que c'est là où on commence à dire ce qui se passe au Bangladesh, ce qui se passe au Vietnam, ce qui nous concerne, nous, occidentaux aussi. Et là, on est en train de changer vraiment de monde parce qu'on est en train de faire en sorte qu'un humain, quel que soit l'endroit où il naisse sur la planète, peut, et je ne suis pas démagogique en disant ça, à terme, puisse avoir les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes risques
Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on construise. Pardon, j'ai dépassé le Merci temps, beaucoup. mais voilà, comme je ne serai plus candidat... Merci Pascal. Alors, la troisième à passer, c'est Marie-Pierre Védrenne, qui va nous parler de compétitivité, souveraineté européenne et transition écologique. Et ben voilà, vaste programme, donc tout ça en 5 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc je dis comme Marie, je déclenche tout de suite parce que sinon le chronomètre va partir. Donc déjà, tout d'abord, mes remerciements. Mes remerciements pour organiser au cours de cet événement de nombreux temps forts sur l'Europe. Et ça, c'est capital. D'avoir me permettre de m'exprimer aussi et porter cette vision, et puis de retrouver les collègues. Je suis très heureuse aussi. Déjà, une conviction générale avant de parler du sujet, même s'il y a peu de temps pour parler d'un vaste sujet. Et ça a été dit par les collègues, il faut nous battre, et avec vous, pour un mieux d'Europe. Il va falloir nous battre pour mobiliser l'arc républicain au moment des élections européennes, parce qu'on a des vents contraires pour atteindre tous ces objectifs. Et ça va être un élément capital. On aura des différences, ça a été dit par les uns et les autres, mais en tout cas, ça sera vraiment fondamental. Et puis sur ce sujet, compétitivité, souveraineté européenne, transition écologique, c'est des grands termes qui peuvent souvent paraître antinomiques. Moi, j'ai la conviction, alors permettez-moi d'utiliser l'expression en même temps, mais qu'on peut protéger notre compétitivité, on peut vraiment l'assumer, on peut atteindre notre objectif de neutralité carbone et on arrivera à bâtir une souveraineté européenne. Je pense que c'est le « et pas le « ou ». C'est véritablement une action conjointe pour agir ces trois domaines et c'est pour ça que je voulais évoquer ces questions-là, parce que ça me paraît important, et vous l'avez sous-entendu aussi dans vos questions, c'est-à-dire que certains, pour ne pas arriver à certains objectifs, prennent un argument des autres points pour, au final, ne pas changer. Et ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. On ne peut pas se permettre de rester dans le statu quo, comme justement, les collègues l'ont dit, en demande une partie soit des États membres, soit du Parlement européen. Donc vraiment, je pense que c'est aussi important de dire que pendant ce mandat, on a réussi à lancer la dynamique pour justement agir de ce sens-là. Aidé par des vents contraires et des choses qu'on n'aurait pas aimé voir, que ce soit le Brexit. Et là aussi, c'est important de dire que les promesses populistes, elles n'ont pas vu le jour face au Brexit. Et qu'il y a bien eu une unité européenne, une volonté de défendre ses intérêts. Un petit déjà changement de logiciel avec le Brexit. Qu'il y a eu bien évidemment le Covid. Là aussi, un plan de relance. Je ne sais pas quel était l'état des débats dans les autres groupes politiques, mais je peux vous dire que chez nous, le plan de relance, ce n'était pas gagné. Donc la volonté de protéger à la fois la santé des Européens avec les vaccins en commun et de protéger l'économie. Mais nous, notre ambition avec le plan de relance, ce n'était pas de bâtir la relance comme dans le passé. C'était de bâtir une relance qui soit juste socialement, qui soit responsable écologiquement et innovatrice économiquement. Là encore, ça rejoint ces trois piliers et ce « et pas ce « ou ». Et puis, bien évidemment, maintenant, la tragique actualité de la guerre en Ukraine, de l'agression illégale de l'Ukraine, qui, là aussi, renforce la nécessité d'avancer sur des domaines qui pouvaient paraître tabous et sur ce volet de souveraineté. Et puis, bien évidemment, la question du changement climatique. Et là aussi, depuis le début, et collectivement avec les groupes au Parlement européen, on a défendu le Green Deal. Alors, si je reprends la première question et le premier thème porté par Marie, c'est un point encore. Pour nous, c'est encore. C'est évident. On a été là pendant toute la période de 2019 à maintenant. On sera là jusqu'à la fin du mandat et on sera là après 2024. On a été là au moment de la loi sur la restauration de la nature et on va continuer. C'est une évidence parce que, justement, il nous faut accélérer sur la transition écologique. Donc, il va rester beaucoup à faire pendant cette fin de mandat parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont nous permettre de répondre à ces trois enjeux consécutifs, que ce soit justement sur les textes sur l'industrie décarbonée, l'approvisionnement en matières premières critiques qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de la transition, mais là aussi, un approvisionnement qui soit sûr et durable, pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix, comme l'a évoqué brillamment Pascal. Et bien évidemment, il y a aussi la question du marché de l'énergie. Alors là, je sais qu'on a parfois des points de divergence avec les collègues, mais là aussi, j'affirme une conviction qui est soutenue par le gouvernement et que je partage aussi sur l'inclusion du nucléaire comme une énergie de transition.
Mais pour autant, là aussi, pour nous, il est clair qu'il faut développer absolument le renouvelable et avancer parce que la France est très en retard et il faut travailler sur l'acceptabilité aussi dans nos territoires. C'est capital parce que sinon, c'est les populistes et c'est un cercle vicieux qui est catastrophique pour nos ambitions et pour l'Europe. Donc, vu qu'il ne reste plus que 30 secondes, vraiment dire que c'est cette volonté d'avancer sur le « et », la question de la durabilité, la question de l'équité, parce que ça, c'est fondamental. Et notre bataille pour le climat, moi j'étais rapporteur pour mon groupe sur le Fonds social climat, c'est évident qu'on gagnera la bataille du climat si on ne met personne de côté. Ça, c'est capital. L'objectif, ce n'est pas de faire en sorte que nos émissions elles soient en dehors de l'Union européenne et de ne pas protéger les citoyens. Ça doit se mener de front, les deux piliers, et ça sera véritablement fondamental. Donc véritablement, je redis, on doit se battre pour le « et pas le « ou ». Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un sujet qui cristallise très bien, c'est 3 sujets: compétitivité, souveraineté européenne et accélération de la transition, qui est la voiture. On a une interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035, qui a été une lutte de haute volée. On s'aperçoit que c'est voté, mais que c'est peut-être pas gagné. Il y a des lobbies de toutes parts, des forces conservatrices qui commencent à essayer de repousser cette échéance. Comment on fait pour s'assurer justement, alors c'est pas un petit sujet, hein, la voiture c'est le premier poste d'émission en France par exemple, comment on fait pour s'assurer que justement, d'une part, ce qui est acquis reste acquis. On parlait, Marie Toussaint en parlait tout à l'heure, les décrets d'application sur la CSRD qui au final étaient moins ambitieux que le texte en lui-même, et comment on va plus loin. Une question peut-être aujourd'hui dans mon fil LinkedIn, qui est pourtant rempli de Khmer vert, je vois beaucoup de gens qui commencent à remettre en question la voiture électrique, etc., avec plein de fake news dont on a l'habitude. Comment on fait aussi, c'est peut-être une question candide, mais pour aller plus loin, pourquoi la taxe carbone, il n'y a pas la voiture dedans, par exemple, que voilà, les constructeurs chinois n'envahissent pas le marché européen, c'est la grande crainte. Voilà, comment on fait pour aller plus loin ? Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense qu'une question qui m'intéresse aussi, et parce qu'au sein du mouvement Impact France, on a un réseau qui s'appelle Tech for Good, et là où on travaille aussi beaucoup sur les sujets, vraiment en fait de mettre en force tout ce qui est inclusion numérique. Et donc je sais que de plus en plus on parle de transition écologique et les enjeux numériques. Donc je voulais savoir un peu plus de comment vous voyez cette situation. Ça sera déjà pas mal. Parce qu'effectivement, le sujet des voitures, je vois bien, moi, quand je vais sur le terrain, s'il y a un sujet sur lequel on m'interroge, c'est celui-là. Alors après, il y a d'autres subtilités, et puis ça lance le débat, mais c'est vraiment symptomatique parce qu'on touche au quotidien, et les gens ont le sentiment que quand on a appuyé sur le bouton pour dire 2035, c'était un peu, bon, on a fait un jeu des couleurs et qu'on n'a pas mesuré les conséquences. Si, on n'a pas pris au hasard 2035, à la fois pour répondre aux objectifs de transition climatique, et à la fois parce que sur les questions de compétitivité, sur les questions sociales, parce qu'on sait bien qu'il y a des secteurs qui vont bénéficier de cette mesure et d'autres qui vont subir des conséquences négatives en termes d'emploi, c'est pas un choix facile, quoi. On sait bien, il y a plein d'injonctions contradictoires au moment où vous devez voter. Mais on n'a pas eu la main qui a tremblé sur 2035, alors que certains nous disaient non, et évoquaient justement la concurrence chinoise, qu'on n'était pas prêt, etc. On a pensé au moment où on a voté que justement il fallait, et ça rejoint un peu à votre question aussi sur la vocation, est-ce que c'est la contrainte ou est-ce que c'est le fait d'accompagner? C'est à la fois l'accompagnement, parce qu'à l'intérieur de ce texte, on a ce qu'on appelle un fonds de transition juste et auto pour pouvoir accompagner les filières qui vont être en difficulté, pour justement les appuyer. Mais c'est là aussi où, dans des points, et tu as eu l'occasion de l'aborder précédemment, où on doit faire une véritable révolution budgétaire à l'échelle de l'Union européenne. Parce que si on n'accompagne pas aussi nos industries à innover et sur la recherche, ben effectivement, il y a un risque d'être inondé par les automobilistes chinois. Peut-être pour justement des voitures à bas prix. Donc nous,
on a fait le choix et on l'assume. Et moi, je l'assume quand je suis face à tout le monde pour dire j'ai voté 2035 et j'assume. Et si c'était encore demain, malgré toute la pression qu'il y a encore plus actuelle et le lobby, je revoterai la même chose parce que je suis convaincue qu'on peut y arriver. Parce qu'on a mis justement les garde-fous nécessaires, pas suffisants. Vous avez évoqué la question du mécanisme carbone. Oui, à ce stade, parce que c'est des négociations aussi interinstitutionnelles. Tous les secteurs ne sont pas couverts, mais à chaque texte, il y a toujours ces clauses de revoyure qui nous permettent d'élargir les secteurs. Et là aussi, c'est vrai que sur la mise en œuvre du mécanisme carbone, les collègues ont parlé beaucoup de la puissance normative de l'Union européenne, mais sur la mise en œuvre, ça sera vraiment capital. Là aussi, sur le mécanisme carbone, il ne faut pas qu'on flanche, il ne faut pas qu'on revienne en arrière, parce qu'il va y avoir des tentations très très fortes sur ce point-là. Donc on va vraiment y avancer. Sur la question du numérique, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'il y a et le numérique, il a un rôle essentiel aussi pour répondre à tous ces objectifs. Et puis, là encore, il y a une question d'inclusion, parce que tout le monde ne fait pas face de la même façon, justement, au numérique, déjà en termes d'accessibilité, en termes de maîtrise. Donc là aussi, l'Union européenne, elle a un rôle fondamental à jouer en accompagnant les acteurs, je pense, au plus près du territoire. Parce qu'on ne peut pas demander tout non plus à l'Union européenne. C'est là où son mode de fonctionnement, avec un terme un peu barbare sur le principe de subsidiarité, il doit réellement s'appliquer. À un moment, l'Union européenne, elle doit agir là où vraiment elle a sa plus-value, justement sur la concurrence internationale, sur le climat, et des fois, voilà, appuyer les bons acteurs au bon échelon. Et c'est là où les régions, les collectivités locales ont un rôle déterminant dans un accompagnement sur le volet digital beaucoup plus inclusif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler maintenant Manon Aubry. Est-ce qu'elle est là? Oui, Manon. Voilà. Et donc, Manon Aubry qui va nous parler de chaîne de valeur et de responsabilité des entreprises dans la chaîne de valeur. Bonjour, je commence direct. Ce qui est bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'abord beaucoup pour l'invitation. Je crois que je suis venue quasiment tous les ans depuis que ça existe. Et je voudrais saluer le travail qui est fait par à la fois le mouvement Impact France et tous les entrepreneurs. Je reviendrai parce que ça joue un rôle y compris dans les régulations au niveau européen. Et moi, je vais vous parler du devoir de vigilance. Alors, c'est bien de passer après les petits camarades parce que vous avez eu un peu de teasing sur ce qui, en réalité, est un petit pas juridique, mais un très grand pas pour les droits humains et pour l'environnement, et qui est le fruit d'un long travail. Pour la petite anecdote, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai finalement accepté de sauter le pas du milieu associatif au milieu politique. C'est pas toujours évident. Je crois que quelques années après, maintenant, je le regrette pas, justement eu égard aux batailles et aux victoires qu'on a pu réussir à obtenir en la matière. Le travail de départ et l'analyse de départ, c'est une forme de double paradoxe. Le premier, c'est que les entreprises multinationales, alors j'imagine que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs ici, font remonter les profits de la moindre petite filiale ou secteur d'activité. Ils font remonter les composants, les matières premières, mais jamais la responsabilité juridique quand les entreprises saccagent l'environnement ou les droits humains. Et le deuxième paradoxe, c'est, je vais prendre un exemple dans l'actualité, il y a quelques semaines, Facebook a été condamné au nom du droit européen et de la protection des données personnelles à plus d'1 milliard d'euros d'amende pour violation des données personnelles. Il y a un paradoxe dans le droit européen, c'est qu'on protège mieux les données personnelles. Alors, don't get me wrong, il faut les protéger, les données personnelles, mais on les protège mieux que la vie de millions de gens, puisque aujourd'hui, il y a un vide juridique total sur la responsabilité des entreprises en matière de violation des droits humains. J'avais participé, suivi le travail à l'époque avec Dominique, à l'époque avec mon autre casquette, celle associative du devoir de vigilance français, qui a le mérite d'exister, mais qui tient en une feuille A4 et qui s'applique à une poignée d'entreprises avec un régime de sanctions relativement flou et faible. L'objectif d'avoir amené cette bataille au niveau européen est précisément de combler ce vide juridique. Et c'est l'objet de toute la bataille qu'on a menée pendant ce mandat, parce qu'arrivé au Parlement européen, il a fallu d'abord, on a proposé un rapport d'initiative, parce que vous savez, la beauté
du travail politique au niveau européen, c'est que le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative, mais on a quand même dit, nous, on veut travailler là-dessus, c'est notre priorité, on a forcé la Commission à faire une proposition. Et au final, au bout de près maintenant de 4 ans de travail, et malgré la mobilisation des lobbies, et 10 ans après le drame du Rana Plaza, on a réussi à avoir un premier texte au niveau européen dont le processus législatif n'est pas tout à fait terminé. Ce texte, il vise à quoi? Il vise à répondre aux 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar sans qu'aucune entreprise ne soit poursuivie. Il vise à répondre à l'exploitation des travailleuses, par exemple, dans les usines de Chine. Il vise à répondre à la viande et au soja qui sont issus de la déforestation en Amazonie. Et à chaque fois, les entreprises ne sont absolument pas inquiétées, ce qui, d'une certaine manière, crée une concurrence déloyale pour des entreprises, pour des entrepreneurs qui, elles et eux, respectent les droits humains et l'environnement. Voilà comment on est arrivé à un texte qui, lui, au niveau européen, couvre à la fois toutes les grandes entreprises qui opèrent en Europe. Ça fait à peu près 40 000 entreprises qui seront couvertes par ce texte, qui exige précisément d'identifier, de prévenir, faire cesser les atteintes à l'environnement et aux droits humains, et qui propose des amendes jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, dont l'objectif est évidemment d'avoir un aspect et un objectif dissuasif pour les entreprises. Comme je le répète à certains lobbies très actifs, le but, c'est pas de les condamner, mais c'est bien de prévenir les violations des droits humains. Et enfin, et j'insiste là-dessus, pour la première fois, des victimes de violations des droits humains, des victimes de dommages à l'environnement, pourront avoir accès à la justice. Et c'est pour ça que je vous disais que de ce petit pas juridique naît une transformation bien davantage en profondeur sur la manière dont on organise les chaînes d'approvisionnement au niveau européen. Et finalement, on ouvre une nouvelle ère dans laquelle les entreprises qui respectaient les droits humains et l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement ne sont plus l'exception, mais vont devenir la norme grâce à ce texte au niveau européen, si tant est qu'on arrive à passer la dernière étape, qui est l'étape des négociations avec les États membres de l'Union européenne, et si tant est que les États l'appliquent dans les 2 ans qui suivent. Donc c'est un travail qui va se poursuivre dans les mois qui arrivent et qui, je crois, pose la question, et je terminerai là-dessus, la question de quel modèle économique on veut développer, quel modèle commercial on veut développer, parce que c'est à mettre, je pense, en face du modèle de libre-échange qui est développé à tout va. Une fois qu'on aura gagné sur le libre-échange, je pense qu'il faudra questionner les accords de libre-échange qui sont signés à tout va au niveau européen, parce que tout est fait pour permettre aux entreprises d'étendre leur chaîne d'approvisionnement, où les travailleurs et l'environnement sont le moins protégés. On a réussi une première victoire avec le devoir de vigilance. Pour moi, la deuxième victoire, c'est d'interroger le modèle commercial européen. Et j'espère, et vous en êtes la démonstration dans cette salle, que le modèle économique qu'on a voulu démontrer et soutenir peut devenir la norme au niveau européen. Merci. Je veux bien commencer par une question. Je vais jouer le contre-emploi en me tirant une balle dans le pied, mais le système financier n'est pas vraiment inclus dans le devoir de vigilance. Donc je voudrais avoir un éclairage là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et moi je me demande est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de quel pays vont venir les oppositions à ce devoir de vigilance? Dans le textile, normalement, le Portugal devrait être de votre côté. Enfin, j'espère au moins. Non, mais je réfléchis à ceux qui sont... J'imagine que c'est les pays producteurs qui pourraient être de votre côté et les pays importateurs qui le seront, ou c'est plus nuancé que ça? Je réponds direct ? Ok. Alors, oui, c'est vrai, dans la version proposée par le Conseil, donc par les États membres, une partie du secteur financier est exclue. Et ce qui me permet de répondre à ta question sur quels sont les États qui bloquent, et désolé de le dire devant Marie-Pierre Védrenne, mais c'est la France. C'est la France d'Emmanuel Macron qui a fait en sorte d'enlever la responsabilité du secteur financier pour que, dit autrement, les entreprises, quand elles financent des projets irresponsables, ne soient pas inquiétées. Eh bien, dans la version du texte votée par le Parlement européen, il y a bien inclus une responsabilité du secteur financier, et ça fait partie des points divergents entre la proposition
des États membres de l'Union européenne et du Parlement, et ça fait partie des éléments sur lesquels on va se battre, j'espère, corps et âme, jusqu'à obtenir victoire dans les prochains mois. Et c'est là où probablement on aura besoin de vous, de chacune d'entre vous et de chacun d'entre vous, parce que vous le savez, les décisions européennes sont souvent loin des yeux, loin du cœur, et ce qu'on a besoin, c'est justement de rendre des comptes publiquement sur qu'est-ce qui va être inclus ou pas dans ce devoir de vigilance, et c'est l'objet des discussions des prochaines semaines et des prochains mois. Juste une clarification pour qu'on soit sûr de bien comprendre. A priori, le devoir de vigilance, vous n'aurez pas d'obstruction des autres pays européens, si ce n'est celui de la France? Non, c'est pas le seul. Pardon, j'ai pas répondu complètement à la question. C'est pas le seul. Sinon, on allait l'isoler, en fait, là, on allait casser des... Oh non, on a d'autres États, malheureusement, qui s'y opposent. L'Allemagne fait partie des États qui, comme c'est souvent son habitude, protègent les grandes industries qui pourraient être inquiétées et cherche une définition à minima, à la fois sur la question des sanctions et sur la question de l'accès à la justice, qui sont à mon sens les deux éléments les plus importants si on veut que ce texte y soit opérationnel. Sinon, on a un risque, c'est d'avoir un texte qui fixe des principes et des valeurs qui sont bien, mais qui n'a pas de tisse dedans pour aller avec. Et je vous donne un exemple de cela. Moi, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au devoir de vigilance, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années en République démocratique du Congo. Et j'ai travaillé sur l'extraction dans le secteur minier, notamment du cuivre et du cobalt. Et là-bas, vous avez des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Des sous-traitants qui vont vendre à un relais, qui vont vendre à un autre relais, et tout ça va au final finir dans une entreprise en Chine pour faire vos téléphones portables ou vos ordinateurs. Et donc la question qui est posée, c'est comment on s'assure que, à la fin, quand Samsung, Apple ou autres vendent votre téléphone ou autre, ils s'assurent de la traçabilité et donc de leur responsabilité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Ils ne vont pas déplacer de force des milliers de personnes, comme j'ai pu le voir dans mon expérience sur le terrain, mais il y en a plein d'autres tout aussi récents, le cas de Total et de 100 000 personnes déplacées de force en Ouganda. C'est ça la question qui est posée, et je crois que en posant enfin la question d'un modèle économique alternatif, en disant en fait c'est possible, y compris en réduisant la taille des chaînes d'approvisionnement, c'est aussi plus facile d'exercer sa responsabilité de cette manière-là, et donc plus facile de répondre et de correspondre aux différents critères du devoir de vigilance. D'autres questions? On a une minute de carte blanche, alors, pour conclure. J'avoue que c'est un peu un bonus. Peut-être pour continuer à ouvrir sur ce que je disais, parce que je vous ai beaucoup parlé du devoir de vigilance, qui est, à mon avis, une pierre à l'édifice du modèle économique que l'on veut construire et qui doit se poser en cohérence avec le libre-échange que j'évoquais, mais aussi avec l'intégration des critères socio-écologiques, notamment dans les passations de marché et dans tous les marchés publics. Je le dis parce que j'ai entendu Marie-Pierre mentionner juste avant le plan de relance qu'on a défendu nous aussi au niveau européen, mais pour lequel on a défendu aussi des contreparties sociales et écologiques. Parce que injecter de l'argent public, c'est une chose, mais injecter de l'argent public sans y mettre des contreparties sociales et écologiques, et donc se servir de l'argent public pour servir un modèle économique qui contribue et qui continue à détruire la planète et les droits humains, ça c'est hors de question. Et je vois que le temps se termine et je terminerai là-dessus. Pour moi, cette première pierre à l'édifice du devoir de vigilance de cette économie qu'on veut construire, elle doit être une pierre qui doit poser la cohérence plus globale. Et en la matière, je crois que l'Union européenne doit s'interroger sur la direction qu'elle est en train de prendre, parce que le stop ou encore, c'est aussi le stop ou encore sur le business as usual, la tentation qu'a l'Union européenne à revenir à ses anciens réflexes. Oui, les règles budgétaires ont été suspendues. Oui, les règles sur les aides d'État ont été suspendues. Mais en même temps, c'est le fameux en même temps, elles risquent de revenir à la charge dès l'année 2024. Et donc j'espère que vous nous aiderez à prouver que oui, des contreparties en matière sociale et écologique, oui, des chaînes d'approvisionnement qui sont plus courtes, et oui, une responsabilité, y compris juridique, en matière écologique et en matière sociale, c'est non seulement possible, mais c'est indispensable, sinon c'est l'Union européenne qui va aller droit dans le mur. Je vous remercie. Merci à toi, merci beaucoup. Et last but not least, on accueille Raphaël Glucksmann qui va nous parler de redevenir. Son pitch s'intitule Redevenir producteur. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être là.
J'ai pas l'habitude de tenir en 5 minutes, hein, donc vous m'excuserez. Ça n'a pas commencé encore. Ça n'a pas commencé, voilà. Donc je vais fixer ça de manière très attentive. Redevenir producteur. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est de 3 termes qui généralement vont pas ensemble dans la tête des gens. C'est puissance écologique européenne. Et avant de vous parler de ces 3 termes qui se fondent sur l'idée qu'on puisse redevenir producteur, j'aimerais raconter juste brièvement une histoire qui a duré plus de 30 ans, qui est l'histoire d'un continent qui a cru à des contes pour enfants, qui a cru que la Terre était devenue plate, qui a cru que l'histoire était finie, qui a cru que le commerce pacifiait les mœurs et qui a cru que la main invisible du marché guidait le progrès humain. C'est un peu l'histoire d'une abbaye de Thélème. Je ne sais pas si vous avez lu Rabelais et Gargantua, mais c'est l'histoire d'une abbaye de Thélème continentale. L'abbaye de Thélème, c'était un endroit où les aristocrates vivaient librement en ayant délégué toutes les fonctions productives en dehors des murs de l'abbaye. Et ils pensaient pouvoir vivre éternellement libres en s'enrichissant et en jouissant de la sueur des autres et d'un monde de larmes. En réalité, cette abbaye, c'est une illusion et on s'en est rendu compte au cours de notre mandat. On s'est rendu compte qu'en fait, nous étions devenus consommateurs et oisifs, consommateurs de sécurité produite aux États-Unis, consommateurs de biens produits en Chine, consommateurs d'énergie produite en Russie ou dans d'autres tyrannies gazières ou pétrolières. Et on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'en fait, on n'était plus capable de produire des masques, du Doliprane, du Curare. Ça a donné quoi? Ça a donné des douaniers ou des policiers français qui saisissent les masques qui sont destinés aux Italiens sur un tarmac d'aéroport, ou alors des policiers tchèques qui font la même chose. Et ça a donné lieu à un sentiment d'humiliation immense dans les populations européennes. On s'est rendu compte aussi que, si vous voulez, le 24 février 2022, nous étions absolument incapables d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre propre continent, que nous étions aujourd'hui totalement dépendants des États-Unis si nous voulions soutenir l'Ukraine contre l'agresseur russe, que nous n'étions pas capables de produire les munitions nécessaires à la résistance ukrainienne. Et on se rend compte chaque jour que face à la perspective de l'effondrement climatique, nos politiques commerciales, qui ont généré un monde dans lequel un poulet fabriqué au Brésil, conditionné en Roumanie, se vend 3 fois moins cher dans un supermarché de la Réunion qu'un poulet élevé sur place, et que ce monde-là n'était pas habitable. Et que quand nous pensions être libres grâce à ces politiques commerciales, en réalité, nous étions devenus dépendants, nous étions devenus serviles. Et donc, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de renverser nos politiques commerciales et de développer des politiques industrielles qui servent un cap clair. Et ce cap, c'est celui de la transition écologique et de l'affirmation de l'autonomie stratégique européenne. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, essentiel des mois et des années qui viennent, c'est de comprendre que ce qu'on oppose traditionnellement, c'est-à-dire le réalisme stratégique, il faut qu'on soit une puissance, et de l'autre côté, l'ambition humaniste et écologique qui vise à transformer le monde, et bien qu'en réalité, à l'échelle européenne, les deux se rencontrent. Qu'on ne sera jamais autonome tant qu'on n'utilisera pas le fait d'être le premier marché du monde pour imposer des règles, qu'on ne sera jamais puissant si on n'arrive pas à imposer la sobriété énergétique et si on ne développe pas les énergies propres. Et qu'en réalité, tout ce qui est perçu comme une restriction de puissance, c'est ce qui nous permet d'affirmer la possibilité même d'une puissance européenne, cette transition écologique et énergétique. Et puisqu'on a beaucoup mentionné le devoir de vigilance, pendant toutes les discussions autour du devoir de vigilance, ou sur l'instrument commercial de bannissement des produits de l'esclavage, ou sur nos campagnes visant les multinationales qui exploitent des esclaves ouïghours sur leur chaîne de valeur, quand on rencontre les grandes entreprises multinationales qui ont bénéficié de cette absence de règles à l'échelle mondiale, qu'est-ce que moi je leur dis? Je leur dis, mais arrêtez de penser que ces normes, ces règles sont anti-business. Puisque, en réalité, si nous n'adoptons pas ces normes et ces règles, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, même vous, qui en êtes aujourd'hui les principaux bénéficiaires, vous allez finir par être les victimes, parce que vous allez trouver toujours quelqu'un ailleurs qui respectera encore moins les règles que vous, et que même Zara finira par être bouffé par Shein. Et que donc, finalement, quand on promeut cette utilisation du marché européen comme une puissance normative à l'échelle globale, on préserve la capacité productive de l'Europe, on préserve la possibilité même d'une production en Europe qui soit capable
eh bien, de faire face à une concurrence qui serait bloquée dans ses aspects les plus déloyaux. Et que donc les deux, l'ambition cosmopolitique de la transformation écologique et le réalisme le plus basique sur l'émergence d'une puissance économique européenne, les deux sont indissociables. Ben voilà, c'est parfait. Ouais, mais je suis nécessairement frustré, du coup. J'ai l'impression là qu'on entend beaucoup parler de l'Europe versus le reste du monde, de normes, de tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de financer un petit peu tout ce dont on parle là? Ça serait de l'harmonisation fiscale en Europe parmi les pays européens. Est-ce que ce ne serait pas ça le combat à mener pour dégager des revenus pour pouvoir financer tout ça? Donc merci beaucoup pour l'intervention. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette thématique de redevenir producteur aussi. Et une brique essentielle dans cette vision, c'est la partie aussi humaine. Les talents, parce qu'il faut investir aussi pour aider à former et adapter aussi les compétences des personnes dans justement cette vision de créer et recréer des choses d'une manière plus locale. Donc, quelle est aussi votre vision sur justement le rôle plus humain et l'investissement dans la formation pour aider justement en fait à achever cette vision? Désolé, peut-être une dernière question. On parle beaucoup dans le débat franco-français du Made in France. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu, c'est l'absence du... Pourquoi il n'y a pas une grande campagne de communication sur le Made in Europe? On sait qu'on ne peut pas tout produire en France, que ce n'est pas forcément souhaitable. On a un marché européen. Voilà. Comment on pousse aussi le Made in Europe? C'est peut-être pas des mesures, mais au moins dans la com, dans les discours politiques, pourquoi on n'entend pas beaucoup? Ok, donc là j'ai 3 minutes pour cette question. Okay. Je commence par la fin. Le Made in Europe, bien sûr, ça doit être une campagne permanente, en fait, le Made in Europe. Mais pour ça, si vous voulez, on n'a pas encore réussi au Parlement européen et à l'échelle européenne à imposer le Buy European Act, par exemple. On n'a pas réussi non plus, dans la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act des Américains, à développer notre propre projet équivalent. On a entendu des cris d'orfraie au début, ensuite on a eu une proposition qui était très mineure, et donc il n'y a pas encore... Les choses sont en train de bouger, on a posé... des graines, si vous voulez, mais il n'y a pas encore d'immenses projets qui transforment le Green Deal en grand chantier industriel, justement du Made in Europe. Et c'est ça l'enjeu principal des années qui viennent, à mon avis. Ce n'est pas simplement de normer. L'écologie, elle ne peut pas simplement être normative. C'est de produire. C'est de montrer qu'en fait, être vraiment écolo, c'est de ramener de la production chez nous et qui correspondent aux normes qu'on édicte. Et donc, ça rejoint ce que vous avez dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va faire des méga subventions pour les énergies renouvelables. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce qu'à cause de nos politiques commerciales et de notre absence de politique industrielle et éducative, eh bien, en réalité, c'est des subventions à l'appareil productif chinois dans ce qu'il a de plus dégueulasse. Parce que le polycinium, il est produit par les esclaves ouïghours. Et que donc, quand on finance l'achat de panneaux photovoltaïques, en réalité, on finance l'appareil productif chinois. Pourquoi? Alors qu'il y a 10 ans encore, il y avait une industrie européenne, mais on l'a laissé se faire ratiboiser. Et ça, c'est nos politiques commerciales. Et derrière cela, il y a les politiques éducatives, industrielles. On a perdu le savoir-faire, on a perdu nos capacités. Eh bien, il faut comprendre que ce Green Deal, qui n'est pas simplement un ensemble de normes, ça doit être une politique industrielle, une politique éducative, une politique de formation, avec un cap clair. Et ce qui a manqué jusqu'ici, c'est l'échelon politique, c'est-à-dire fixer le cap. Et ensuite trouver les forces productives, les énergies dans les sociétés pour correspondre à ce cap et travailler ensemble à ce cap. Et c'est pour ça que c'est fondamental que vous créez Impact Europe, parce que en réalité, on a besoin de vous. Il y a une perception que Business Europe a réussi à installer, qui était que nos ambitions, qui sont fondamentalement bonnes pour le business européen, en réalité, à long terme, étaient anti-business. Et il faut justement renverser cela. Et je terminerai par là. Évidemment, l'enjeu essentiel, c'est la cohérence interne. Parce que sans cette cohérence fiscale interne, sans cette cohérence interne de l'Union européenne, on n'arrivera pas à s'imposer comme un bloc qui a une puissance normative extérieure. Et c'est hallucinant, si vous voulez, qu'on n'arrive toujours pas aujourd'hui, que ce soit avec les Pays-Bas ou le Luxembourg, à imposer ces règles-là à l'intérieur même du continent européen et à permettre cette négation même de l'idée européenne qui est qu'à un coin de rue, deux commerces qui vendent du café
un café et un Starbucks ne payent pas les mêmes impôts. Tout ça parce qu'il y a un paradis fiscal au cœur de l'Union européenne. Et donc, cohérence interne et capacité à projeter nos normes à l'extérieur, c'est l'affirmation d'une puissance. Il n'y a pas de puissances qui sont incohérentes de manière interne. Et donc, en réalité, tout est lié. Et si on veut arriver à faire cette puissance écologique européenne, ce sera fiscal, ce sera social, ce sera industriel et ce sera aussi une sécurité collective et une défense. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour les encouragements sur Impact Europe. Julia, je te laisse conclure. Oui, c'est à moi de faire un mot de conclusion. Alors, déjà, merci beaucoup aux députés et à leurs équipes, parce que je sais que vous venez pas seuls et qu'il y a des gens qui vous aident à préparer des... Parce que c'est pas possible de parler aussi bien, en fait. Enfin, nous, on le voit, hein, on n'a pas ce niveau-là. Non, c'était super intéressant. C'était très différent de l'année dernière, dans le sens où j'ai l'impression que vous portez tous plus ou moins le programme d'Impact France dans ce que vous dites. Enfin, qu'il y avait quelque chose de très chouette, en fait, de se rendre compte que ce que nous, on a comme intuition en termes de changement de règles du jeu qui est nécessaire, que ça... Moi, que c'est aussi ce que vous portez. Donc, bon, voilà, c'est plutôt bon signe si les politiques et les entrepreneurs ont ça en commun. La deuxième chose que je voulais dire, c'était remercier aux gens d'avoir écouté et à mes collègues d'avoir posé des questions aussi pertinentes. Moi, personnellement, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience de l'importance de l'Europe. Alors que je crois que... Ouais. Je crois qu'on est toujours tenté de demander des régulations nationales ou des politiques nationales parce que c'est plus accessible, quoi. Enfin, vous voyez très bien, quoi. On sait qui c'est Emmanuel Macron, je ne sais pas qui c'est. Il y a un président dans l'Union européenne ? Oh, ok, d'accord. Ouais, il y en a un. Bon, on se rend compte que ces sujets, ils ont l'air moins faciles et surtout, et on l'a vu ce matin tout à l'heure avec Bruno Le Maire, la première excuse des politiques, ils disent oui, mais on ne peut pas parce que l'Europe. Donc on a vraiment l'impression, en tout cas, de comment c'est présenté en général, c'est l'Europe est un frein à la régulation, à l'avancée, à faire de notre économie une économie plus progressiste. Et en fait, ce qu'on voit, là, ce que vous nous avez dit, c'est plutôt l'inverse, quoi. Et donc déjà, c'est super éclairant, donc ça me donne envie de voter aux élections européennes. Et je pense que c'était pour ça qu'ils voulaient. Bon voilà, il va falloir voter aussi là-bas, donc très bien. Et la dernière chose, c'était très important pour nous que vous nous disiez aussi que c'était important Impact France et que c'était important Impact Europe. On peut avoir l'impression... Enfin, en fait, quand on est entrepreneur à Impact France, on a un pied dans le réel, qui sont nos boîtes, et quand on fait des choix, on voit les conséquences tout de suite. Et donc c'est très satisfaisant. Quand on est d'Impact France, c'est très insatisfaisant, je trouve, sur les conséquences du travail qu'on fournit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse, et on peut souvent se demander si ça vaut la peine, si on n'est pas en train de brasser du vent et tout. Et le fait que vous nous disiez ça, ça nous donne, en tout cas, l'énergie de... En tout cas, moi, ça me donne l'énergie. Et ça vous le donne aussi, parce que je suis votre présidente, maintenant. Ça nous donne l'énergie, en fait, d'aller plus loin, d'être pionniers, nous aussi, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays où il y a des syndicats patronaux qui se mettent comme objectif d'être au service de l'intérêt général. D'être pionnier aussi sur ça, et d'être aussi pionnier sur d'être un syndicat patronal, justement, qui ne soit pas seulement national, qui soit justement européen. Donc voilà, moi j'ai beaucoup appris pendant cette table ronde. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à tout le monde.